Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire sur la professionnalisation, le deuxième du programme de ce premier semestre sur le financement et les aides à l'emploi. Donc, je suis Mélodie Crouza, en charge de la professionnalisation à la Fédération française de triathlon. Du coup, cette visio va être enregistrée pour que vous puissiez la voir en replay et puis pour que l'ensemble des structures puissent l'avoir à disposition. Alors, je vous rappelle le programme, si ça veut bien, voilà. Je vous rappelle du coup le programme de ces webinaires sur le premier semestre. Donc, on a déjà eu un premier temps au mois de février sur les clubs sportifs engagés et puis les différents financements qu'il y avait en cours à ce début d'année. Et donc, ce mois-ci, nous nous retrouvons sur le financement et les aides à l'emploi puisque c'est aussi en pleine actualité. Donc, l'idée, c'est de se retrouver un mardi par mois de 12h30 à 13h30 pour évoquer différents sujets. Donc, au mois d'avril, ce sera sur l'accueil d'un stagiaire DGEPS au sein de sa structure. Et au mois de mai, où on détaillera spécifiquement le projet associatif et les pistes locales d'accompagnement. Donc, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Et je vais laisser la main pour un mot d'introduction à notre vice-présidente en charge du développement, Laurence. C'est à toi. Bonjour à tous. Bienvenue à ce second webinaire. Je vais être bref parce que ce qui nous intéresse, c'est la suite et c'est ce que Mélodie et Romain vont vous présenter. Ce webinaire est important parce qu'il arrive à un moment clé dans la saison, dans le sens où les aides à l'emploi et les financements, en tout cas les demandes de subventions arrivent en Dragès et vont vous parvenir sur tout ce qui est dans l'emploi, sur l'ANS. Et donc, il nous semblait clé et très important d'aborder ces thématiques avec vous, notamment sur le projet associatif qui est un prérequis pour déposer des dossiers de subvention et qui est un élément très important dans l'instruction des dossiers au niveau des Dragès. Donc, je vais laisser la main à Mélodie et Romain. Je vais essayer de rester avec vous jusqu'à la fin. Ce n'est pas sûr. Pour autant, nous restons bien sûr disponibles afin de vous accompagner au mieux dans votre projet de professionnalisation. Merci Laurence. Oui, donc ce webinaire sera animé par moi-même et Romain Cléquin, donc, qui travaille à la fédération aussi sur le contrôle de gestion et où on a trouvé pertinent de pouvoir l'inviter aussi pour avoir son regard de gestionnaire. On va faire la visio en deux temps. N'hésitez pas aussi à poser vos questions et réponses dans le chat. Et sinon, on fera des temps aussi hein, où vous pourrez poser vos questions de manière orale. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Hop. Juste pour vous rappeler en premier temps, en préambule, hein, finalement, le concept de professionnalisation pour aller amener finalement ce vers quoi on va aborder après les différents sujets. Donc aujourd'hui, vraiment le concept de professionnalisation, il est abordé autour d'un triptyque qui est finalement un peu qui fonctionne ensemble. Donc, c'est une définition qui a été proposée par le Comité national olympique et sportif français, mais de se dire que la professionnalisation, c'est pas forcément que de créer un emploi, mais c'est aussi de se dire que ben, la structure, elle a été créée autour d'un projet central qui a existé au départ, et que ce projet associatif, finalement, ben, c'est le moteur de votre structure et ce vers quoi vous avancez et que finalement, ben, ce projet associatif nécessite de se structurer et de se professionnaliser pour aussi bah, graviter dans l'environnement sur lequel vous êtes et sur l'environnement qui bouge. Il y a aussi la professionnalisation des activités, puisque ben, les activités que vous proposez seront peut-être pas celles que vous allez proposer demain, mais en tout cas, il y a un développement et une diversification à aborder et à réfléchir aussi pour continuer à faire financer finalement le projet que vous abordez et aller réfléchir aussi au financement de l'emploi que vous allez devoir réfléchir si vous voulez vous professionnaliser de ce côté-là. Et donc, on entend aussi la professionnalisation des acteurs par bah, la prise en compte de tout le capital humain qu'on retrouve autour de nos associations, que sont les bénévoles et les professionnels. Finalement, pour réaliser les actions et les activités qu'on va proposer au sein de notre projet, cela va nécessiter des compétences et des technicités euh, qui sont à développer
et sur lequel ben, voilà, il va falloir prendre en compte tous ces aspects-là pour professionnaliser nos acteurs pour répondre au mieux aux activités qui évoluent au regard aussi de l'environnement qui évolue. Donc voilà, c'est un petit triptyque et des dimensions qui sont assez fondamentales quand on parle de professionnalisation. Et il n'y a pas forcément besoin de tout faire d'un coup, mais c'est de se dire que voilà, quand on réfléchit à ces aspects-là, il faut y aller étape par étape et penser à tout ça. Alors, du coup, dans un premier temps, alors, je vais vous faire un bref rappel du projet associatif, mais comme on vous le disait en préambule, il y aura un webinaire spécifique là-dessus où on vous accompagnera sur les différentes étapes du projet associatif et des outils à votre disposition. Donc, finalement, comme vous l'évoquez, Laurence, le projet associatif, il est hyper important dans votre structure et c'est ce pourquoi vous vous êtes réunis à la base au sein de vos structures sur la base de valeurs que vous souhaitez développer et partager avec les membres de l'association, mais aussi plus largement avec d'autres acteurs. Donc l'intérêt de développer un projet, il est multiple. On se rend compte que bah, finalement, le projet, il est souvent informel, il n'a pas été forcément écrit. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il est nécessaire de le construire de manière collective avec l'ensemble des acteurs que sont l'association, mais aussi pour que tout le monde s'y retrouve. Et le fait de le formaliser de manière écrite, c'est pour que bah, voilà, tout le monde se retrouve autour de ce projet-là, que ce soit vos bénévoles, vos salariés, mais aussi vos adhérents, ce pourquoi ils sont adhérents de vos structures. Et il va vous servir aussi à l'extérieur pour aller discuter de votre projet avec notamment des partenaires, pour présenter ce que vous faites, mais aussi pour avoir des financements associés, puisque maintenant, dans toutes vos demandes, il est demandé un projet associatif. Donc, très important de le formaliser, de le partager avec l'ensemble de vos acteurs. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on vous passera le diaporama. Il y a une vidéo aussi de présentation du projet associatif et puis on pourra se réunir fin mai pour discuter en détail sur cet aspect-là qui est assez important et qui va amener professionnaliser la structure et à avancer finalement à travers une stratégie que l'on aura définie. Je vais laisser la main à Romain qui va pouvoir parler du modèle économique. Merci Mélodie pour ce passage de parole. Donc, bonjour à tous. Donc pour voir et aborder un petit peu le modèle économique, avant de voir les éléments de définition, ce qui est important de savoir, c'est que le modèle économique de la structure, il est forcément intimement lié au projet associatif que vous a présenté Mélodie, puisque normalement, le modèle économique de la structure n'est ni plus ni moins que la déclinaison en fait économique de la stratégie qui est liée au projet associatif. Donc, le modèle économique, c'est la capacité d'une structure à créer une valeur ajoutée. On pense souvent à la valeur ajoutée économique, mais c'est loin d'être la seule. Elle peut aussi être notamment sociale, et c'est le cas dans le cadre de structures associatives. Et donc, cette valeur ajoutée, elle existe grâce à un ensemble d'activités et de moyens interdépendants, donc en vue de contribuer au projet d'utilité sociale ou projet associatif. On voit que directement, le projet associatif apparaît dans la définition du modèle économique d'une structure associative et on voit que les deux sont intimement liés. Donc, pour créer un maximum de valeur, il faut être en capacité de comprendre les enjeux et les évolutions qui entourent en fait la structure, maîtriser son environnement, être en capacité de se positionner stratégiquement, c'est vraiment quelque chose de primordial, notamment lorsqu'on aborde le modèle économique. On le verra de manière plus précise, c'est la première étape pour la construction de ce modèle économique. Et ensuite, il y a, comment dire, une stratégie de moyens qui doit être mise en place en corrélation avec les éléments qui ont été identifiés au préalable. Et donc, il faut penser à une combinaison de moyens adaptés, que ce soit humains, matériels, financiers, pour mieux réagir aux contraintes à la fois externes, mais aussi internes, qui ont été identifiées pour apporter des solutions, et donc développer, votre structure associative. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant de réfléchir à son positionnement stratégique et à sa stratégie de moyens, comme on l'a précédemment indiqué,
il faut avoir des objectifs clairs, clairement identifiés et inscrits dans le projet associatif. Donc ici, c'est un focus sur la stratégie de moyens. Donc, lorsqu'on aborde la stratégie de moyens, on pense essentiellement et en premier lieu aux moyens financiers qui sont évidemment nécessaires à la création, mais aussi à la pérennisation d'emplois dans une structure. Nous les verrons en détail dans une slide suivante. Ici, c'était pour en fait les identifier clairement les principales sources de revenus d'un club ou d'une structure associative qui constituent autant de leviers économiques possibles à activer pour financer un emploi. Donc, on pense évidemment aux cotisations. Ça peut être des événements à la fois sportifs comme des compétitions, mais aussi d'autres actions. On pense notamment à d'autres événements type tombola ou autres pour financer l'activité. Ça peut être également des subventions de divers types qu'on pourra voir en détail aussi plus tard dans une slide, mais aussi des partenariats ou alors d'autres éléments qui sont plus extraordinaires comme la vente ou la revente de produits, du crowdfunding ou autre. Néanmoins, comme nous le disions, les moyens financiers ne sont pas les seuls moyens à disposition d'une structure dans le cadre d'une professionnalisation. Et donc, au-delà de la simple professionnalisation de l'activité, on peut aussi voir des moyens humains, à savoir développer les compétences et les savoir-faire techniques qui existent, donc des acteurs qui existent au sein de la structure associative, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Ça peut être fait via de l'information ou de la formation. Euh, Par exemple, avoir un bénévole investi qui apporte des compétences comptables ou en termes de gestion sert tout autant la professionnalisation qu'avoir une personne salariée. Ensuite, on peut aussi voir des éléments techniques, c'est la mise en place d'outils adaptés ou encore des moyens organisationnels via des règles de fonctionnement, puisqu'organiser le fonctionnement interne pour mettre en œuvre le projet de manière cohérente est aussi assimilé à de la professionnalisation. Enfin, ici, l'idée, en fait, c'est bien qu'il n'y a pas de, comme on a pu le voir, il y a un modèle économique qui est adapté à votre projet associatif, mais il n'y a pas de modèle économique typique et clé en main. En fait, il faut trouver son modèle économique qui soit adapté à son activité et à celle de son club. Donc, il y a plus une méthode d'évaluation en fait du modèle économique. Il faut être en mesure de l'identifier. Si c'est une équipe précédente qui l'a mis en place, voilà, d'avoir tous les éléments en tête. Et puis aussi de mettre en place une stratégie. Donc, dans un premier temps, et on le verra, c'est connaître, analyser et comprendre l'environnement dans lequel évolue le club. Donc là, on est plus sur des éléments extérieurs. Il y a aussi connaître, analyser et comprendre l'histoire et l'organisation du club. Là, on est sur les éléments plus internes. Et donc, il faut identifier et analyser les sources de Je peux revenus. prendre la caméra. Pardon? Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être les mettre dans le chat. Je ne sais pas si c'est juste quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Donc, comme je vous le disais, il faut être en mesure d'identifier et d'analyser les sources de revenus et de dépenses du club, ainsi que leurs évolutions. L'aspect historique est aussi important, savoir pourquoi il y a eu des évolutions. Ensuite, il faut être en mesure d'identifier donc le positionnement stratégique du club. Il y a des outils, on va dire, marketing et économiques type matrice SWOT qui peuvent être intéressants. Et enfin, par rapport à tous ces éléments qui ont été identifiés, il faut être en mesure de définir une stratégie. Mais une stratégie, c'est la mettre en place. C'est comment la mettre en place, avec quel type de contrôle, quels indicateurs et comment on la pilote. Et il faut effectuer régulièrement cet exercice parce que, comme on a pu le voir, il y a l'aspect historique et les évolutions, l'environnement évolue, les éléments extérieurs et intérieurs à l'association euh, sont en constante évolution, donc il faut toujours actualiser ces éléments-là.
Merci, Romain. Du coup, on regarde tout ce que vous a dit Romain. Il y a le Comité national olympique et sportif français qui a mené une étude en 2020 sur les modèles économiques des clubs sportifs fédérés. Alors là, on vous met une petite synthèse brève, mais c'est pour mettre en avant aussi des éléments qui sont à prendre en compte dans le budget de nos structures, mais aussi pour faire un focus par rapport au triathlon. Donc c'est un vrai enjeu de reposer finalement le projet de nos structures et de voir bah, quel est son modèle et comment il va évoluer au regard de bah, l'environnement qui évolue lui aussi. Voilà, donc pour vous donner des grandes masses, le budget moyen des clubs sportifs fédérés en France est de 52 000 euros, donc à voir aussi au regard de vous du côté de vos structures, et que la part la plus importante du budget, elle provient de nos ressources privées, donc à 84%. Donc à l'intérieur de ça, ben, on va retrouver nos cotisations et nos recettes d'activité, donc tout ce qui va être, comme vous l'a présenté Romain, les activités annexes, les événements qui vont être organisés par nos structures. Au-delà de ça, après, sur les subventions publiques, elles représentent 16% du budget des structures et elles proviennent principalement des communes, voilà, à 75%. Donc, vous voyez un petit peu la ventilation des produits dans chacun des clubs. À voir aussi comment vous vous y retrouvez par rapport à ce schéma-là. Mais en tout cas, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a trois facteurs qui vont principalement impacter le modèle économique des clubs et qui va varier en fonction de ces facteurs-là. Donc, principalement la fonction employeur. Un club qui est employeur ou pas employeur n'a pas le même budget. Pour vous donner un ordre d'idée sur cette enquête, on est à un budget autour de 38 000 euros pour les clubs qui sont non employeurs et autour de 200 000 euros pour des clubs qui sont employeurs. Donc voilà, là-dessus aussi, ça va induire un développement en termes d'activité et de ressources qui vont évoluer pour les structures. Ensuite, on a l'offre d'activité. On se rend compte qu'il y a une forte corrélation finalement entre le niveau de compétition et le budget des associations. Alors, si on part d'une compétition locale jusqu'au niveau national et international, bah, évidemment, les budgets des clubs ne seront pas les mêmes. Et enfin, la notion de territoire. Dans l'enquête, il est à noter que le budget est plus important pour les clubs qui se situent sur les zones urbaines et périurbaines, notamment des budgets de clubs au niveau de l'Île-de-France qui est plus important, par exemple, que dans d'autres territoires. Voilà, ça c'est pour vous donner une synthèse finalement de ce qu'il en est au niveau national de l'ensemble des clubs. Maintenant, on va rentrer dans le détail bah, de cette analyse de l'environnement qui évolue et ce vers quoi vous allez potentiellement être confronté sur votre projet, aussi votre modèle économique, pour avancer sur bah, vos différentes activités que vous souhaitez développer avec ou pas l'apport d'un salarié. Effectivement, comme l'a dit Mélodie, pour revenir sur les éléments environnants donc aux structures sportives, ils sont comme les autres structures affectées par de profondes mutations sociétales qui viennent impacter à la fois le fonctionnement de la structure, mais aussi plus largement le modèle économique. Et il y a une nécessité de s'adapter. Pour pérenniser la structure, il faut être en adéquation avec son environnement. Et donc, il faut être au courant de toutes ces tendances sociétales. Donc, il y a différentes grandes tendances qui sont identifiées, entre autres les mutations démographiques. En France, on fait face à un vieillissement de la population, et donc mais aussi des seniors qui pratiquent davantage une activité sportive. Il y a la pratique féminine qui est en constante progression aussi, mais on peut voir une certaine sédentarité apparaître et grandissante chez les adolescents et les jeunes adultes. Ici, on peut voir à la fois des perspectives, en fait, des opportunités et des menaces, mais à chaque menace, son opportunité liée quelque part. Donc, on voit une demande sportive qui se diversifie, avec peut-être un élargissement donc des créneaux, des segments d'offres sportives à proposer, et une offre sportive donc comme outil de maintien des conditions physiques et de santé. Ici, on fait plus largement appel à ce qu'on appelle le sport santé et donc à la mise en place de créneaux dédiés parfois. Il y a aussi une préoccupation donc environnementale accrue.
Donc on voit le réchauffement climatique et plus largement le dérèglement climatique avec un environnement qui est plus vulnérable, une dégradation des écosystèmes qui engendre une perturbation de l'activité et parfois même un accès, enfin un non-accès du coup à des espaces ou des infrastructures où la pratique s'effectue. Euh, Ici, donc, il y a aussi la réorientation des dépenses publiques. On a vu notamment des priorités nationales qui sont parfois recentrées et on fait face à une contraction des finances publiques et un investissement qui évolue avec notamment un passage plus de partenaires que de véritables subventionneurs. Ensuite, il y a un changement donc, des comportements de consommation et de mode de vie. On répond de plus en plus à un besoin d'immédiateté, ce qu'on peut qualifier d'un public zapper aussi, c'est-à-dire que les choses vont très vite et on switch rapidement. Il y a des finalités de pratique sportive différentes. On voit qu'on n'est plus uniquement sur le sport compétition, mais le sport loisir prend une part prépondérante aujourd'hui dans les licenciés des fédérations françaises sportives. Et il y a aussi plus largement une quête de sens qui, via des introspections, engendre aussi une réflexion des acteurs dans le monde sportif, que ce soit au niveau de l'engagement bénévole et plus largement du rapport à la pratique que peuvent avoir des adhérents. Et enfin, on voit aussi des évolutions technologiques et une digitalisation du monde donc avec une explosion des offres de produits et de services digitaux qui viennent inévitablement impacter aussi la pratique sportive, que ce soit dans sa consommation, dans la gestion du sport et tout simplement aussi dans la gestion d'une structure sportive. Et il faut accompagner cette transformation numérique qui impacte l'activité au sein du club. Et donc, au-delà des tendances sociétales qu'on a pu vous présenter brièvement, on peut aussi identifier clairement des éléments qui sont propres ici au secteur sportif et qui viennent en fait compléter des déterminants économiques pour les associations sportives. Donc, on parlait d'une contraction des financements publics. Le financement du sport a évolué. Il y a une rationalisation des financements, une recomposition des tours de table nationaux comme territoriaux, et il y a un changement de prisme avec une volonté d'être plus un partenaire pour qu'il y ait une cohérence en fait avec les, les, les projets territoriaux partagés. Voilà, il y a un changement véritablement de posture euh, et on peut voir aussi une diversification des partenariats privés. On voit donc de plus en plus de mécènes ou de partenaires privés investir dans le sport, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, notamment pour les valeurs partagées et le lien avec les communautés, qui est très important pour les entreprises. Ensuite, il y a la compétence technique. Donc, l'encadrement bénévole et ou professionnel, il est nécessaire pour une offre sportive et une pratique de qualité. Euh, et là, on fait écho aussi à la professionnalisation des organisations sportives avec une complexité de la fonction dirigeante. Aujourd'hui, diriger un club est devenu quand même complexe. On pourra le voir notamment lorsqu'il s'agit de faire des dépôts de demandes de subventions. Voilà, c'est pas toujours évident. Il faut avoir des compétences techniques, que ce soit en termes de gestion de projet, de maîtrise des coûts. Et on voit aussi un poids des responsabilités et du temps consacré. Et enfin, sur l'offre de pratiques associatives, il y a une concurrence accrue avec des acteurs privés du secteur marchand et donc aussi un développement de la pratique autonome. Donc voilà, il y a vraiment, il faut proposer une pratique différenciante parce qu'on est sur un marché de plus en plus concurrentiel. Euh, voilà, on n'est plus l'offre sportive fédérée n'est plus le seul acteur, en tout cas sur ce segment. Et donc,
Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on fait écho à notre slide sur comment comprendre son environnement, mais aussi comment construire et identifier son modèle économique, en fait, on voit que comprendre à la fois les tendances lourdes et les enjeux sectoriels, ça constitue véritablement une clé de développement économique pour les associations sportives. Et on peut voir qu'au travers de l'analyse de ces éléments, on peut identifier donc des pistes de réflexion qui sont à adapter suivant le niveau de structuration de votre association sportive, les besoins qu'elle exprime, mais aussi le projet, surtout associatif, que vous avez construit et ou identifié. On peut voir ici donc une diversification des publics. Comme on l'a dit, on peut voir à la fois une menace, mais aussi une opportunité, c'est-à-dire de proposer plusieurs offres, à la fois pour les seniors, pardon, excusez-moi du lapsus, du sport santé, mais aussi via les personnes en situation de handicap ou personnes qui veulent tout simplement exprimer et en tout cas pratiquer dans une logique de loisir. Il y a aussi des nouvelles modalités d'offres de pratique. Voilà, on cherche plus de flexibilité et de complémentarité entre les offres. Il peut y avoir une diversification des cadres de pratique. On peut aller chercher du sport en entreprise. On peut proposer différents services, donc hors mur du club, entre guillemets. Et comme je le disais, donc l'identification aussi de segments complémentaires, où là, on va proposer une offre ultra adaptée, en fait, à l'adhérent. Et enfin, on n'est pas obligé aussi tout le pendant lié à la digitalisation, donc qui est véritablement un outil à la fois d'accompagnement, c'est-à-dire au service de l'organisation de la structure et de sa gestion, que ce soit sur des comptabilités pardon, simplifiées, voilà, des outils de gestion, mais aussi de formation, mais plus largement comme un outil de fidélisation, voilà, au service des pratiquants, c'est-à-dire toujours dans cette offre de plus en plus adaptée, voilà, leur proposer un accompagnement encore plus personnalisé et développé. Merci Romain. Je vais juste terminer cette partie sur le sociosport. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui et depuis quelques années, le champ du sociosport s'est vraiment développé en France. En fait, bah, c'est ce que vous faites peut-être déjà au quotidien tous les jours, mais les clubs sportifs et les associations, finalement, elles ont une vocation sportive et territoriale importante de par l'impact social que vous pouvez avoir localement aussi auprès de vos différents acteurs. Finalement, le sport peut être utilisé comme un levier d'innovation sociale pour des publics vulnérables. Donc, il y a un vrai enjeu de diversification des activités qui peut impacter le projet associatif de vos structures et le modèle économique. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu un schéma des différents publics qui peuvent être touchés à travers le sport. Et à chaque public associé, vous allez retrouver des politiques publiques spécifiques et des financements. Si je prends l'exemple des publics en recherche d'emploi ou recherche formation professionnelle, on voit pas mal cette année, notamment avec France Travail, les clubs sportifs engagés, comme on vous a présenté le mois dernier. C'est un vrai enjeu que le sport comme remobilisation finalement d'insertion et de réinsertion socio-professionnelle de plusieurs publics. On voit par exemple des job dating autour du sport, etc., qui se développent. Il y a des financements associés assez importants pour chacun de ces dispositifs. Donc la France Travail, par exemple, en fait partie. Mais si je prends la cohésion des territoires avec des jeunes, par exemple, dans les quartiers politiques de la ville, on peut retrouver l'Agence nationale de cohésion des territoires, justement, qui veut développer des actions autour de ces publics-là à travers le sport. Donc là, l'idée de cette première partie, c'est pas de remettre en question forcément tout ce que vous faites aujourd'hui, mais de se dire que voilà, si votre structure, elle évolue dans un environnement qui évolue de lui aussi, et voir comment nos projets de structure peuvent évoluer pour bah, pouvoir toujours aussi être financés à travers les actions que vous allez mener. Et si on va réfléchir à un financement d'emploi derrière, c'est de se dire bah, est-ce que la personne que je vais prendre en tant que salarié
va pouvoir aussi aller vers des actions un peu diversifiées de ce que l'on peut faire actuellement, par exemple sur de l'encadrement classique, d'aller encadrer des publics différents, d'aller toucher des partenaires publics différents qu'on n'a pas l'habitude d'y aller. Voilà, c'est de se dire un peu comment on peut aller s'ouvrir sur le champ des possibles auprès de ces différents publics et de ces différents partenaires. L'idée n'étant pas d'aller s'éparpiller partout, mais de se dire, voilà, on peut aller tester aussi sur un premier public pour voir comment ça fonctionne et pour voir aussi comment notre projet peut évoluer au regard de tous ces efforts. Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai cru voir une question dans le chat. Alors, c'était une petite boutade. Est-ce qu'il y a déjà à ce stade des questionnements particuliers? Sinon, dans la deuxième partie, on va rentrer un peu plus sur le financement de l'emploi associé. Ouais. Donc, je vois la phrase de Jean-Christophe de Cœur de Sport. Donc, c'est vrai que le triathlon, on est dans les politiques publiques du ministère de Sport à travers Savoir rouler et Savoir nager. Et c'est vrai que dans ce cas, on s'inscrit pleinement sur cet aspect-là et on a des belles choses à développer auprès de publics très divers. Bah, je vous propose qu'on enchaîne parce que le temps défile. Là, l'idée de ce temps, donc c'est pour rentrer un peu dans le détail justement de se dire, voilà, on a un projet, on souhaite développer des choses, mais on a besoin aussi d'un emploi pour le faire. Donc finalement, là, c'est de se dire que bah, l'emploi, c'est la résultante finalement d'un processus dont le point de départ, c'est le projet de l'association et les besoins qu'on a identifiés à travers ce projet associatif. Donc là, on a défini notre projet, on a diagnostiqué notre environnement interne et externe, mais maintenant, on a envie de développer des actions spécifiques autour des objectifs qu'on aura définis. Et donc, du coup, en fonction de chaque action, on va définir des moyens à notre disposition. Donc, des moyens en termes financiers, en termes matériels et logistiques et en termes de ressources humaines, que ce soit bénévoles et salariés. Et on va se dire, bah, au regard de ce qu'on veut développer, est-ce qu'on a les bons moyens en face derrière? Donc maintenant, l'idée de se dire, est-ce que je veux créer un emploi? C'est vraiment de se dire en quoi cet emploi va être au service de mon projet associatif et en quoi je vais réussir à calibrer mon besoin de ressources humaines avec trois éléments principaux. Donc au préalable, bah, l'identification des missions qui sont confiées aux acteurs de l'association, donc que sont les bénévoles et salariés, pour développer les actions que j'aurais définies. Donc là, il s'agit de faire un descriptif détaillé finalement des activités qui seront confiées aux acteurs pour répondre aux besoins identifiés. Donc voilà, est-ce que telle mission, elle peut être développée par un salarié ou par un bénévole, etc. L'autre sujet bah, va être les compétences, parce que finalement, si je veux développer cette activité, potentiellement, il va falloir des savoirs et des savoir-faire associés à l'exercice de cette mission. Typiquement, si on veut encadrer contre rémunération, bah, voilà, il y a des diplômes associés et des compétences nécessaires pour le faire. Et donc, le dernier critère, c'est le volume d'activité. Pour que l'action soit réalisée, combien de temps j'estime en termes d'heures, de jours nécessaires pour mettre en œuvre cette mission. Et du coup, le besoin de créer un emploi va être envisagé lorsque les ressources humaines actuelles, que ce soit bénévoles ou salariés, ne sont pas suffisantes pour conduire les actions que j'aurais définies au sein de mon projet. Et donc là, si ça ne répond pas aux actions et aux besoins que je veux développer, bah, je vais me dire potentiellement, il y a besoin de créer un emploi pour répondre à cette demande. Donc maintenant, le financement de l'emploi. Ce qui est important de retenir, c'est que finalement, le financement, il va être indissociable du financement de toutes les actions que vous allez développer. Donc à chaque fois que vous allez élaborer un budget, l'idée, c'est que vous puissiez intégrer le coût de l'emploi dans chacune de vos actions. Typiquement, vous allez, par exemple, demander un financement à un partenaire pour développer, je sais pas, voilà, un temps de savoir rouler à vélo. Sauf que ce temps de savoir rouler à vélo, vous allez devoir mobiliser un professionnel pour le faire. Et du coup, le temps passé par le salarié, bah, il faut que vous le comptabilisiez finalement avec bah, le salaire global de ce salarié et le temps qu'il va avoir passé sur cette action. Et finalement, au lieu de demander une subvention, bah, je ne sais pas, sur du matériel pour le club, pour aller développer cette action, etc.,
je vais demander plus globalement un peu plus large parce que je vais mobiliser un encadrant professionnel pour le faire. Donc, l'idée de bien flécher à chaque fois dans votre budget d'action le coût de l'emploi. Donc après, il y a diverses ressources financières qui peuvent être mobilisées en fonction de la nature des actions que vous allez développer. Donc vous pouvez favoriser une recherche de financement adapté. Là, l'idée, c'est que les actions que vous proposez au sein de votre structure, ce sont des services que vous rendez à différents publics et selon différentes finalités. Par exemple, des actions de vocation éducative, recherche de performance, etc. Et les différents publics, quels qu'ils soient, par exemple les pratiquants, les pouvoirs publics, les écoles, etc., elles doivent être amenées finalement à contribuer financièrement aux offres de pratiques et de services que vous allez proposer, mais à leur juste valeur. Donc en prenant bien en compte le coût de l'emploi qui va être inhérent à cette action. Donc les gens sont prêts à payer pour le service rendu, et donc il faut adapter en fonction de l'emploi s'il y a un emploi qui est pris en compte. Donc, dans les diverses sources de financement, on va avoir une slide spécifique là-dessus, mais voilà, ça peut être des financements publics, les ressources propres, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers les adhésions, les recettes d'activités ou les prestations, mais aussi des partenariats privés qui vont être adaptés, donc du sponsoring ou du mécénat. Après, on vous dit de favoriser finalement une recherche de financement diversifiée parce que la mise en œuvre d'une action ne doit pas être dépendante d'une seule source de financement. Le financement unique d'une action peut fortement fragiliser finalement la poursuite de cette action si jamais le financement, le partenaire venait à arrêter ce partenariat. Bien évidemment, on va pouvoir recourir à un dispositif d'aide à l'emploi. On va rentrer dans le détail après. Là, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est de se dire que cette aide à l'emploi, c'est vraiment un coup de pouce au démarrage et pas penser cette aide-là comme vraiment quelque chose d'acquis et sur lequel il faut après, derrière, garder cet argent pour pouvoir financer cet emploi. Donc, il y a une vraie nécessité de réfléchir à la suite et à la pérennisation de l'emploi. Et donc, on va voir qu'il y a différents... Ah mince, pardon, je vais trop vite. Il y a différents publics, enfin, il y a différents objectifs en fonction du dispositif d'aide à l'emploi que vous allez mobiliser. Alors là, sur les financements diversifiés, donc on a le volet financement privé et le volet financement public. Donc on le disait tout à l'heure, les cotisations et adhésions qui sont les principales ressources financières. Donc voilà, est-ce qu'aller développer ce côté-là, c'est aussi avoir une manne financière pour un emploi derrière. Des recettes d'activité, donc là, la vente de produits et de services qui peuvent être proposés par vos structures. Donc les événements, les tombolas et autres temps forts, par exemple, que vous pouvez proposer. On peut retrouver aussi la vente de matériel hein, que pour certaines structures, vous pouvez proposer. Des prestations aussi et du sponsoring qui vont participer finalement à l'autofinancement de cet aspect-là. Après, il y a tout ce qui est dons et mécénat. Donc les fondations et fonds de dotation que vous pouvez mobiliser. Alors chacune d'entre elles va chercher des objectifs à vocation sociale particulière, mais du coup, vous pouvez aussi aller toucher ce genre de financement. Le mécénat de compétences, où là, on va pouvoir disposer de personnes qui sont salariées par ailleurs, mais qui vont être mises à disposition à travers des compétences qu'elles peuvent déployer au sein de nos structures associatives. Et le financement participatif, donc là, c'est voilà, des personnes qui veulent financer une partie d'un projet d'un club et qui ont envie d'aller faire un don en tant que particulier pour cet aspect-là. Les financements publics, on va retrouver évidemment les financements des collectivités. Donc là, ce qui est à prendre en compte aussi, c'est tout l'aspect des commandes publiques qui se développe de plus en plus avec vraiment de voir comment le sport peut répondre à leurs commandes publiques. Des subventions qu'on peut retrouver aussi classiquement, de la mise à disposition, des financements de l'État à travers des priorités notamment de l'Agence nationale du sport, des appels à projets qui se développent, etc. On a vu un PAC 2024 pour cette année ou qui pouvait par exemple répondre à ce genre de demande ou des appels à manifestation d'intérêt qui se développent en fonction des besoins de l'État de développer des politiques publiques. Et puis les financements européens, là, on est vraiment sur un niveau au-dessus, mais voilà, pour certains, des fois, ça peut être intéressant de mobiliser des fonds comme Erasmus+, ou les fonds social européens. Voilà, mais ça, c'est plus rare pour nos structures. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment à mettre en lumière aussi, en cohérence avec le projet de l'association. Quels sont les moyens
qu'on a besoin pour développer notre action et est-ce qu'on se focalise sur un financement ou plusieurs en fonction de ce qu'on souhaite développer. Je vais rentrer dans le détail des aides à l'emploi, à savoir qu'il y a différents types d'aides à l'emploi qui existent déjà en fonction de l'échelon territorial. On a des aides nationales et des aides qui peuvent être régionales, voire départementales. Chacune des aides à l'emploi a un objectif différent. En général, on en retrouve deux. Soit c'est l'insertion professionnelle d'une personne éloignée de l'emploi, par exemple, soit c'est des objectifs de développement de structure. Et donc, vous avez des dispositifs, donc côté jeunesse et sport, c'est ceux qui nous intéressent le plus, mais sachez qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent être mobilisés, notamment la politique de la ville et la cohésion sociale. Alors, je vais rentrer rapidement dans le détail aussi. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, et je pense l'aide la plus intéressante pour nos structures, c'est l'aide à l'emploi de l'Agence nationale du sport. Donc, la note de cadrage est sortie récemment, je vous l'ai mis en lien dans le PowerPoint. Elle définit finalement chaque année des grandes priorités qu'elle souhaite mettre en œuvre. Donc là, on est sur une aide à l'emploi avec un objectif de développement du projet de la structure. Donc, vous pouvez avoir des financements jusqu'à 3 ans avec des aides pour un emploi à temps plein de 12 000 euros. Donc, sur des missions de développement en fonction de la note de cadrage, donc sur des publics féminins, sur des publics éloignés de la pratique. Il y a des emplois qui sont prioritairement à développer aussi dans les quartiers politiques de la ville ou les zones rurales de revitalisation rurale. Voilà. Donc ça, c'est souvent les aides les plus intéressantes pour nos clubs. Je vous ai mis après dans le détail, on a reçu hier le calendrier des campagnes pour chaque direction régionale, puisque là, c'est les DRAGES au niveau régional qui gèrent, qui ont chacune leur enveloppe et qui vont gérer les aides à l'emploi. Donc, je vous ai mis le détail ensuite. Sachez que vous pouvez faire vos demandes sur Contasso. Ce sont les DRAGES qui vont instruire après les dossiers. Mais nous, en tant que fédération, on peut avoir un regard consultatif sur les aides à l'emploi que vous allez demander. Donc, on retrouve aussi dans la note de cadrage de l'agence les aides à l'emploi pour développer la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Donc, on appelle ça les emplois sportifs qualifiés. Là aussi, c'est des aides importantes de 17 600 euros par an, pardon, sur 3 ans. Donc ça, c'est pour développer des projets spécifiques. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça a été ouvert au niveau territorial. On est fédération délégataire pour faire le parasport. Donc voilà, ça peut être aussi des choses que vous pouvez développer au niveau de vos territoires. Ensuite, on a des aides spécifiques sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Donc là, l'idée, c'est d'alterner un temps en association et un temps en formation. Donc nous, ce qu'on retrouve principalement, c'est les formations DGEPS qui peuvent être faites en apprentissage ou professionnalisation. La différence, elle va jouer plutôt sur l'âge de la personne. Le contrat d'apprentissage, on va être sur plutôt des personnes en dessous de 26 ans, voire 30 ans. Et professionnalisation, on va être avec des cas un peu plus particuliers, soit des personnes demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, ou bien sur des personnes avec profil spécifique. En tout cas, sur ces deux aspects-là, il y a une aide qui est du gouvernement de 6 000 euros pour la première année, donc assez avantageuse au regard de ces contrats-là. Et je vous ai mis aussi des grilles de financement puisque c'est des contrats en CDD ou CDI en fonction de ce que vous souhaitez développer. Ben, la personne sera rémunérée en fonction de son âge et aussi du niveau de formation. Donc voilà, vous pouvez aller estimer le coût de l'emploi sur des simulateurs spécifiques liés à l'alternance. Ou sinon, le Comité national olympique propose aussi un outil de calcul du coût de l'emploi qui vous estime sur 5 ans bah, le coût d'un emploi avec les aides associées. Donc, vous pouvez faire jouer les différents curseurs pour aller aborder tous ces sujets. Donc là, voilà, je vous ai mis les campagnes pour chaque région. Alors, on n'a pas eu le détail pour chacune de vos régions, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos DRAGES au niveau régional, mais sinon de vos services départementaux jeunesse et sport au niveau départemental, puisque c'est eux qui instruisent les dossiers. Et il est recommandé d'aller les rencontrer et d'échanger pas mal avec eux sur votre projet avant de déposer la demande parce que voilà, vous pouvez assez facilement être remonté sur la pile quand vous les avez déjà rencontrés et que vous avez partagé le projet que vous souhaitez développer. Donc voilà, c'est des campagnes qui sont déjà ouvertes et qui vont vite se clôturer. Il y a eu pas mal de retard avec les sorties de notes assez récentes, mais voilà.
n'hésitez pas à candidater via le compte asso pour les demandes d'aide à l'emploi. Je continue maintenant sur trois autres aides à l'emploi que vous pouvez retrouver. Alors celles-là, elles sont avec des objectifs d'insertion pour des demandeurs d'emploi ou des jeunes qui sont suivis en mission locale, notamment qui résident en quartier politique de la ville. Vous avez l'emploi franc en CDI ou CDD. Ce sont des aides un peu moindres, vous voyez que par rapport à celles qu'on a vues précédemment. Mais sachez que voilà, ça peut être aussi, si vous avez un profil de personnes que vous souhaitez embaucher, des aides qui peuvent être mobilisées. Le parcours emploi-compétences, pareil, pour des personnes éloignées de l'emploi et qui bah voilà, peuvent être accompagnées dans un parcours global. Là, ce sont des arrêtés préfectoraux au niveau régional qui sont définis et qui définissent finalement l'aide qui est accordée pour chaque territoire. Et enfin, le FONJEP, alors ça, c'est une aide pour le développement de projets, mais qui nécessite un agrément jeunesse et éducation populaire. On ne le retrouve pas forcément dans nos structures toujours, mais en tout cas, ça peut être une aide intéressante à mobiliser aussi autour de 7 à 8 000 euros. Je vous ai mis en bas de cette slide différents sites internet qui vous permettent de mobiliser des aides. Alors, Aide Territoire, qui à la base a été créée pour les collectivités territoriales, mais qui peut complètement nous permettre de recenser plein d'aides différentes en fonction de vos territoires et des thématiques que vous allez y rentrer. Sport et inclusion, qui va dans le sens de la slide que je vous ai présentée sur le sociosport, et qui va décliner des aides pareilles autour de ces sujets-là. Les aides à l'emploi spécifiques pour les personnes en situation de handicap, sachez qu'il y a des aides complémentaires qui peuvent être mobilisées. Et puis une base de données qui existe pour les aides aux entreprises, mais qui peut aussi permettre de mobiliser des aides aussi au niveau des associatifs. Donc voilà des outils assez intéressants à aller mobiliser. Alors là, je vais rentrer rapidement dans le détail enfin, dans la Convention collective nationale du sport. Sachez que côté sport, bah, on est régi par cette Convention nationale du sport et que si vous prenez une personne bah, salariée, c'est cette convention qui va régir le droit du travail. Donc, elle vient en complément du droit du travail avec des spécificités adaptées au monde sportif. Donc, sachez que quand vous employez une personne, il faut définir le groupe à laquelle elle va appartenir. Que, définir ce groupe, ça va définir une rémunération minimale aussi. Donc, vous avez des groupes de 1 à 2 qui sont sur des thématiques, enfin, sur des emplois employés ouvriers et des groupes 3, 4, 5 sur le volet technicien. C'est souvent ceux-là qu'on retrouve notamment pour les entraîneurs. Et les groupes 6, 7, 8 pour des cadres et des dirigeants de structure. Comment on choisit? On choisit en fonction de trois critères que sont l'autonomie de la mission qu'on va confier à la personne, la responsabilité autour de cette mission et cette technicité. Donc en fonction de ça, en fonction de la mission qu'on va vraiment définir, on va critériser sur ces trois aspects-là et on va définir un groupe. Alors j'ai, si vous voulez aussi la grille de chaque groupe, les détails et la définition pour chaque groupe, je pourrais vous la transmettre au besoin. Mais voilà, sachez que en fonction du groupe que vous allez définir, va ensuite découler un salaire minimum conventionnel. Donc là, vous avez la grille depuis janvier 2024. Voilà, typiquement, si on prend un CDI groupe 4 temps plein, ben on est à 2058 euros brut. Donc, c'est le salaire minimum que vous allez devoir appliquer à votre salarié, qui n'empêche que vous pouvez aller au-delà, hein, voilà, mais c'est le minimum qui sera appliqué pour prendre une personne. Donc ça, ces taux-là, ils sont appliqués dans l'outil de calcul du coût de l'emploi que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, en fonction du groupe que vous allez choisir aussi, ça va vous estimer le coût global avec les aides associées. Là, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo qui va résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Hop, je vais vous repartager mon écran et ensuite on aura un temps d'échange pour discuter de tous ces enjeux-là. Je remets mon écran. Voilà. Normalement, ça devrait... Créer un emploi pérenne dans une association sportive, c'est possible. Dans le cadre du projet de votre association, vous souhaitez créer un emploi. Bonne idée!
Voici les étapes à suivre pour aboutir à la création d'un emploi pérenne. Commencez par clarifier le projet de l'association afin de vous assurer que cette création d'emploi répond à un besoin. Vous pouvez utiliser des outils qui faciliteront la gestion de l'association, par exemple une présentation détaillée du projet et de ses objectifs, et un programme précis des actions à mener. Vous pouvez également créer un organigramme et des fiches de mission pour chaque acteur de l'association pour évaluer si l'association dispose des ressources humaines nécessaires à la mise en place des actions. Lorsqu'un besoin est identifié, rédigez la fiche de poste. Celle-ci doit détailler les tâches qui seront confiées aux futurs salariés, les compétences attendues et le volume horaire. Vous devrez aussi décider si vous recrutez une personne déjà qualifiée ou bien quelqu'un que vous accompagnerez dans sa formation et sa montée en compétences. La nouvelle recrue pourra être une personne extérieure ou un membre de l'association. Choisissez maintenant le contrat de travail que vous allez proposer, CDD ou CDI, et rédigez-le en vous assurant qu'il est conforme à la loi et à votre convention collective. Avec le volume horaire, le niveau de compétences recherché et les modalités du contrat, vous connaissez maintenant le coût direct de cet emploi. Place au plan de financement pour anticiper la pérennisation du poste. Vous pouvez avoir recours à différentes sources de financement: cotisations, nouvelles prestations, subventions publiques, partenariats privés, etc. Et même envisager de mutualiser le financement du poste avec une autre structure par le biais d'un groupement d'employeurs. Vous pouvez alors passer à l'étape du recrutement. Pour une embauche réussie, assurez-vous que les compétences du candidat correspondent bien à celles requises pour le poste. Bravo, vous venez de créer un emploi. En tant qu'employeur, vous allez désormais manager le salarié et veiller à son bien-être. Par exemple, en accompagnant son intégration au sein de l'association, en le recevant régulièrement en entretien et en lui proposant des perspectives d'évolution professionnelle et salariale. Et pour pouvoir garder cet emploi et le rendre pérenne, pensez à sécuriser votre gestion salariale et à faire évoluer votre projet via la création de nouveaux services ou l'ouverture à de nouveaux publics, par exemple. Besoin d'aide? Votre fédération saura vous guider et vous mettre en relation en fonction des sujets avec des acteurs locaux de l'accompagnement. Et maintenant, à vous de jouer. Voilà, donc là, c'était pour vous présenter finalement une vidéo qui résume pas mal comment on crée un emploi dans toutes ses étapes. Je vais terminer rapidement sur les slides qui me restent et puis on va pouvoir prendre un rapide temps d'échange. C'est un sujet assez dense, donc pas évident aussi en une heure à tout aborder. Mais sachez que vous avez des acteurs qui peuvent vous accompagner localement. Alors moi, au niveau national, évidemment, si vous avez des besoins particuliers autour de ces enjeux-là, bah, on pourra échanger ensemble. Pas hésiter aussi à associer vos ligues régionales à ces sujets-là. Sachez que du coup, il y a les comités régionaux olympiques ou les comités départementaux qui œuvrent pas mal autour de ces enjeux-là. Vous pouvez mobiliser un dispositif local d'accompagnement qui est un dispositif public créé par l'État pour accompagner gratuitement les structures employeuses à consolider, développer leur activité, créer de l'emploi, etc. Donc, vous pouvez faire appel à des prestataires gratuitement. Donc, vous en avez un dans chaque département. Donc, le centre de ressources d'Elasport qui recense pas mal de documentation. Je vous ai mis les liens par la suite. Des guides assos sont des dispositifs publics qui ont été créés aussi récemment au niveau national et qui vont vous aider sur tous les aspects de la vie associative. Profession sport et loisirs que vous pouvez mobiliser, notamment pour les fiches de paye, pour les groupements d'employeurs et toute autre demande liée à l'emploi. Donc, le syndicat d'employeurs qui est régi par le sport, c'est Cosmos. Sachez qu'on adhère pour l'ensemble de nos structures à ce syndicat d'employeurs et que vous pouvez bénéficier en tant qu'employeur de ressources spécifiques sur l'emploi et le droit social. Et vous pouvez aussi avoir accès à des juristes.
L'opérateur de compétences qui est l'AFDAS pour le côté sport, sachez que vous pouvez demander des financements spécifiques bah, pour vos salariés pour leur montée en compétences, mais aussi pour avoir des appuis conseils, notamment en termes RH. Voilà, c'est avoir accès à des prestataires aussi sur ce cadre-là. Et puis vos services de l'État qui sont assez disponibles aussi pour échanger sur les enjeux de l'emploi. Donc là, une dernière slide sur les outils que vous allez pouvoir retrouver avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Le projet associatif, l'outil de calcul du coût de l'emploi, des guides spécifiques sur l'organisation interne, par exemple, ou en termes de ressources humaines, pourquoi créer un emploi également. Sachez que sur le site fédéral, nous, on met à disposition les offres d'emploi que vous pouvez avoir au sein de vos structures. Donc, vous m'envoyez un mail et moi, je diffuse l'offre sur notre site internet et elle sera aussi disponible tous les 15 jours sur la newsletter licenciée. Et on a mis en place un site fédéral sur la professionnalisation. Vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations autour des différents enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes, donc là, je vous propose, s'il y en a qui souhaitent poser des questions, voilà, ou témoigner de ces enjeux-là, n'hésitez pas à prendre la parole. Et sachez qu'on se retrouve le mois prochain sur l'accueil d'un stagiaire en DGEPS au sein de ma structure. Je vais peut-être commencer avec une question. Vas-y. Du coup, Clément pour la Ligue Occitanie. Moi, j'avais une question sur les crédits alloués pour les emplois agences pour cette année. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre de crédits par rapport à l'année dernière? Et du coup, bah, si c'est dur ou plus dur ou moins dur que l'année dernière, par exemple, d'obtenir cette aide-là. Alors les crédits, du coup, ils sont au niveau de chaque Drages. En tout cas, ce qui nous a été dit, et on le voit déjà dans certaines régions, là, j'étais au Pays de la Loire samedi dernier, les crédits sont reboostés pour cette année. Donc les demandes seront plus importantes. Alors soit en termes de nombre de structures, soit parfois vous aviez dans vos régions, les 12 000 euros n'étaient pas forcément proposés en entièreté parce qu'ils préféraient donner à plus de structures. En tout cas, donc cette année, il y aura plus d'enveloppes pour les aides à l'emploi de l'agence. Ok. Du coup, se rapprocher de chaque Drages, là, les campagnes s'ouvrent, donc elles doivent avoir l'enveloppe dédiée spécifiquement. Euh, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Ouais, Clément. merci. Et Laurent, vous évoquiez le PowerPoint des clubs engagés. J'imagine que c'est celui de la dernière fois. Donc, il vous sera transmis. Alors, sachez que là, l'idée, c'est que il y a une newsletter club qui est envoyée tous les mois. Donc, vous pourrez retrouver à chaque fois les replays et les PowerPoint présentations de l'ensemble de ces webinaires-là. Donc, on vous les enverra à chaque fois. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou souhaite témoigner potentiellement bah, de la création d'un emploi ou de financement au regard de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Mélodie, si moi je vais simplement appuyer sur sur un propos que Mélodie vous a tenu et qui me paraît essentiel, hein. C'est qu'il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, quand il y a des demandes d'emploi dans les Drages et d'accompagnement à l'emploi, en fait, le triathlon est traité avec les autres disciplines. Et Mélodie vous a dit, il est important d'aller toquer à la porte du conseiller Drages pour exposer votre projet, pour vous expliquer, pour expliquer ce que vous allez faire et et comment vous désirez mettre en œuvre votre projet associatif. Et ça, c'est très important. Parce que nous, fédération, on renvoie notre copie sur la professionnalisation, on renvoie les éléments et on partage avec les services de l'État tout ce que la fédération fait pour accompagner ces structures et tout ce qu'on fait pour vous accompagner dans la voie de la professionnalisation. En gros, on essaie, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire comme ça, d'être meilleur que les autres. Mais quand il y a 50 emplois et qu'il n'y en a que 10 en Drages, c'est les meilleurs dossiers qui passent. Euh, et alors, ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de me voir au travers des webinaires de l'ANS le savent, hein. J'ai coutume de dire, soyons meilleurs que les autres. Et c'est en étant proactif, en ayant des dossiers très bien ficelés, des projets très bien ficelés, en fait, qu'on arrive à obtenir le maximum d'emplois au sein de notre fédération. Voilà, donc c'est comme une compétition, hein, et encore plus en 2024. Voilà, nos athlètes français, on espère qu'ils vont nous ramener plein de médailles, que du coup, en septembre, on aura plein de licenciés dans nos clubs.
Et du coup, soyons-nous prêts en ayant des dossiers nickel, en allant toquer aux portes des Drages, des DDCS et en leur expliquant que notre projet, il est meilleur que les autres. Voilà. Merci Laurence. Et je vous le disais tout à Bonjour, l'heure. une Ah, petite question, Mathias du pardon, Tritium vas-y. Saint-Germain. Je suis en formation DGEPS cette année au CREPS de Châtenay-Malabry. Et j'avais une petite question dans ce que tu viens de dire, Laurence. Est-ce qu'on peut avoir à disposition les contacts des Drages pour savoir qui allait solliciter et à qui allait dire bonjour régulièrement? Ouais, justement, on a reçu le calendrier, on a reçu la liste des référents, donc je vais pouvoir vous les envoyer aussi. Donc voilà. Et sinon, sur le site de l'Agence nationale du sport, on retrouve pour chaque région les référents sur chaque thématique. Voilà. Et pour compléter ce que disait Laurence tout à l'heure, si c'est bon pour Merci. toi, Mathias. Ouais, on a un avis consultatif aussi sur les aides à l'emploi que vous avez demandé à l'agence. Et on peut argumenter potentiellement aussi les demandes que vous allez faire. Donc voilà, si vous avez aussi des beaux projets à développer, on peut aussi avoir notre appui national en faisant cette argumentation auprès de l'ensemble des Drages. Et sachez on a écrit récemment à l'ensemble des Drages en évoquant le plan de professionnalisation et ce qu'on met en œuvre pour aussi essayer d'argumenter auprès des Drages que ce que font nos structures, c'est chouette. Voilà, bon, on a dépassé de 4 minutes. Je sais pas s'il y a une dernière question. En tout cas, merci de votre présence. En 1 heure, on balaye assez rapidement tous les sujets. Mais voilà, c'est au moins l'idée de vous sensibiliser sur ces différentes thématiques de la professionnalisation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions particulières. Et puis, au plaisir de vous revoir le mois prochain. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, à bientôt. Merci.